Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième rendez-vous débat et des bières organisé par Make Sense et le journal Le Dranche. C'est quoi l'idée, Florent, de débat et des bières? L'idée, en fait, elle est assez simple. C'est de débattre en buvant des bières, chose qu'on fait tous plus ou moins. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que cette fois-ci, on débattra avec des personnes qui connaissent vraiment le sujet. Et du coup, vous connaissez, il hoche la tête. Si, vous connaissez quand même le sujet. Et donc, le but, c'est d'en débattre avec vous et avec des bières, puisqu'effectivement, c'est le début d'un bon débat. Oui, l'avantage, c'est que vous n'avez pas encore bu trop de bière, donc ça devrait aller. Alors ce soir, on est content de se retrouver autour de cette table. Et puis on a aussi des personnes qui sont en ligne. Et l'idée, c'est de parler de la meilleure façon de voter. Donc on va faire un peu le tour des différents édifices démocratiques et voir un peu ce qui fonctionne le mieux, ce qui a des limites ou autres. Oui, tout à fait. Et plus généralement, de parler du vote en général. Pourquoi est-ce qu'on vote comme ça? Quels sont aussi les avantages du système actuel et quels sont ses inconvénients? Parce qu'il y en a. Et effectivement, peut-être pour dire aussi que c'est un débat participatif, donc vous autour de la table, vous pourrez effectivement poser vos questions à n'importe quel moment, prendre part à la discussion, témoigner, et surtout vous derrière vos écrans, que vous soyez sur Facebook ou sur Twitch, on a le retour effectivement de vos questions ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si elles sont pertinentes, elles seront lues. Si elles sont pas pertinentes, vous serez bannis, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça la démocratie, ça commence très bien. Peut-être pour commencer les présentations, donc moi je suis Hélène, je travaille chez Make Sense. Make Sense, c'est une organisation qui depuis 10 ans en fait redonne à tous et à toutes le pouvoir d'agir, donc à la fois aux citoyens, aux entrepreneurs et aux organisations. Donc on essaye d'amener chacun sur le chemin de la transition écologique et sociale. Et on s'est dit, bon ben voilà, pendant les élections, c'est quoi notre rôle chez Make Sense, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, on a fait ce qu'on appelle une sollicitation d'avis, c'est-à-dire qu'on sollicite les avis des différentes personnes chez Make Sense. Et on s'est dit, voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'inviter les jeunes, parce que c'est notre public, tout le monde, à voter, vraiment lutter contre l'abstention et à voter le plus en conscience possible, c'est-à-dire de la manière la plus éclairée et pas éclairée par BFM et CNews, mais par d'autres points qui peuvent être un petit peu différents. Donc, on a créé pour ça un site qui s'appelle Paumé dans mes élections, où on a à la fois des informations sur un petit peu les programmes des candidats, mais aussi à quoi ça sert un président, à quoi ça sert des élections législatives après, etc. On a dans ce site aussi un appel à mobilisation, donc on a plein de structures partenaires qui organisent des événements comme Démocratie ouverte, comme Tous élus, etc. Donc on peut s'inscrire à ces événements-là. Et nous-mêmes, on a créé un programme d'engagement citoyen qui s'appelle Réaction, qui est spéciale élection en ce moment, donc on traite beaucoup de ces thématiques-là. Et puis après, on a une partie qui est plus tribune, et là, du coup, on relaie un petit peu les propositions de la société civile aux candidats. Il y en a plein, il y a plein de trucs hyper intéressants. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur Paumé dans mes élections. Mais voilà, donc notre rôle, nous, c'est que les gens votent en conscience, soient bien inscrits sur les listes, c'est jusqu'à ce soir. Et toi, Florent, tu es qui ? Alors, qui je suis? Déjà, première petite remarque, on nous fait signe dans le chat que le son est un peu faible. Si c'est possible de remonter un peu le son au niveau de la régie. Ouais, donc la régie travaille dessus. Donc voilà, merci. En tout cas, on a vu vos remarques dans le chat. Donc je suis Florent, je suis un des cofondateurs du journal Le Dranche. Alors Le Dranche, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal qui a la particularité de, sur chaque question, aller chercher deux personnes qui connaissent vraiment le sujet, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre. Le but, il est double, c'est que vous puissiez soit vous forger votre opinion si vous n'avez pas d'avis sur un sujet, soit si vous avez déjà une opinion sur un sujet, et tout simplement être capable de mieux comprendre ceux qui ne pensent pas comme vous. Pour les présidentielles, on a un but très similaire à celui de Make Sense. Alors nous, on n'invite pas forcément à aller voter, à s'inscrire, oui, mais en tout cas, faites le choix que vous voulez. Ce qu'on voudrait simplement, c'est que ce soit un vrai choix et que vous votiez ou que vous votiez pas ou que vous votiez pour quelqu'un en fonction de vos convictions et pas par défaut. Et c'est ce qu'on essaye de proposer non seulement tout au long de l'année avec le journal, mais également avec un hors-série qui sortira, qui est en précommande sur Ulule, qui sortira dans quelques semaines et dans lequel vous aurez les sujets de fond pour vous faire votre opinion et après la position des candidats pour que vous puissiez voter ou ne pas voter d'ailleurs, mais parce que c'est un choix et pas par défaut. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire effectivement sur ce qu'on fait aujourd'hui. On a la chance d'avoir deux invités en plus des participants. Nos deux invités sont Paloma Moritz et Dorian Dreuil. Paloma, je vais te laisser te présenter toi-même.
Ah, d'accord. Oui, c'est ça, elle a fait finalement. Je te laisse te présenter. Pas de problème. Eh bien, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Paloma. Je suis journaliste pour le média indépendant Blast. Et je traite tout particulièrement des questions écologiques, mais aussi des questions de société et aussi des questions démocratiques dans ce média. Et à côté de ça, je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle Mieux Voter, qui défend un nouveau mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire. J'imagine qu'on y reviendra un petit peu plus tard, donc je ne vais pas commencer la démonstration tout de suite. Et je suis aussi membre du conseil d'animation, donc c'est le conseil d'administration version démocratique de Démocratie Ouverte, qui est un collectif qui regroupe un peu toutes les associations, tous les collectifs qui essaient aujourd'hui de faire bouger la démocratie en France et qui montrent qu'il y a d'autres manières de faire de la politique. Voilà. Et Dorian. Et moi, je m'appelle Dorian Dreuil et dans ma vie professionnelle, je travaille dans une association. Et dans ma vie plus militante associative, je suis cofondateur et coprésident d'une ONG qui s'appelle À Voter et également expert associé à la Fondation Jean Jaurès, passionné de sujets d'engagement citoyen, de militantisme, de démocratie et de participation citoyenne. C'est quoi À Voter ? À Voter, c'est une association indépendante et apartisane de défense des droits civiques et du progrès démocratique et qu'on a créée le 28 juin 2021 au lendemain du second tour des élections départementales et régionales et qui travaille sur un sujet qui est la mal-inscription sur liste électorale et la non-inscription également, enfin assez globalement sur le système d'inscription sur liste électorale, parce qu'on est une des dernières démocraties dans le monde à avoir cette double étape de vous avez le droit de vote, mais si vous votez pas au bon endroit et si vous vous inscrivez pas au bon moment, ben vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas exercer votre droit civique. Donc on a créé ça en juin et on s'est mobilisé depuis 6 mois maintenant sur la question de la mal-inscription sur la liste électorale, dont un des premiers délais se termine ce soir, puisque on peut encore vérifier son inscription, sa situation électorale en ligne ce soir et vendredi en mairie. Donc si vous ne trouvez pas les liens de comment s'inscrire, vous allez sur le site de Paumé dans mes élections, c'est le premier onglet, et là vous allez pouvoir vérifier si vous êtes inscrit, et si vous n'êtes pas inscrit, voir avec tous inscrits comment... Ou sur le site d'À Voter. Pardon, aussi. Voilà, sur tous les sites. Qui a développé, on a développé un chatbot sur WhatsApp qui est disponible sur notre site internet, qui est en fait l'assistant personnel de l'ensemble du parcours du votant. Donc vous discutez avec le chatbot d'À Voter qui vous encourage à vérifier votre situation électorale, trouver votre bureau de vote, vous accompagne dans les démarches de manière automatique et vous propose des rappels pour les dates de scrutin. Et peut-être effectivement, donc vous avez vu 4 invités autour de la table. Peut-être prendre le micro pour vous présenter en 2 mots, peut-être juste votre prénom et comment vous avez connu, pourquoi vous êtes venu ici ce soir. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est un piège. C'est un traquenard. Donc bonsoir Mathieu, moi j'ai vu que Make Sense organisait cette soirée, le sujet m'intéresse et donc comme effectivement on rencontre pas mal de gens qui disent de toute façon voter ça sert plus à rien, je me suis dit peut-être des clés de réponse ce soir pour entretenir le débat. Bonjour, Rémi, moi je l'ai connu via Le Dranche. Et pour être très transparent avec vous, je suis militant au Parti Radical et assistant collaborateur parlementaire d'un sénateur. Donc c'est un peu l'autre vision. Et aussi je viens d'un milieu rural, donc la Corrèze. Voilà, pour apporter peut-être un autre point de vue. Donc, bonjour, donc moi je m'appelle Florent Ribière. Je suis entrepreneur dans tout ce qui est démocratie participative pareil. Donc nous on a fondé une solution de consultation citoyenne pour les mairies et collectivités locales, avec notamment du jugement majoritaire. À côté de ça, je suis aussi responsable local de l'association 78 pour l'association À Voter. On ne s'était pas coordonné. Absolument pas. Et notre boîte est membre de Démocratie Ouverte finalement. Donc on s'appelle À vos votes. Voilà. Okay. On est en famille. Et moi je m'appelle Elsa. Je travaille dans l'associatif pour une association qui s'appelle Pro Bono Lab et qui connaît bien Make Sense et Le Dranche aussi. Et je suis là à titre totalement personnel parce que je me pose pas mal de questions aussi sur le vote et sur les élections. Donc voilà, j'ai hâte d'entamer le débat. Alors on va se les poser et peut-être commencer effectivement, alors il y a des fans de la Corrèze dans le chat, peut-être commencer effectivement avec cette question que tu disais Dorian, en fait en France on n'est pas forcément automatiquement inscrit sur l'électoral, ou en tout cas on n'est pas forcément inscrit au bon endroit, et donc peut-être effectivement rappeler déjà comment ça fonctionne en France et puis comment ça pourrait fonctionner différemment, puisque tu disais que ça fonctionne différemment dans d'autres pays.
Oui, alors en fait, la subtilité, c'est qu'on est inscrit automatiquement sur les listes électorales. Donc, enfin, en tout cas, depuis une vingtaine d'années, quand vous faites votre journée de recensement à 16 ans, vous êtes considéré comme inscrit donc dans le bureau de vote qui est à côté de chez vous. Or, on est dans une société qui encourage de plus en plus la mobilité, donc avec notamment des jeunes qui partent, des jeunes actifs qui partent travailler ailleurs, qui font leurs études dans une autre ville. Et quand vous déménagez, il y a à peu près tout qui vous suit, sauf votre bureau de vote. Donc c'est-à-dire que vous ne le savez pas forcément, mais dès que vous déménagez, vous pouvez rester inscrit dans le bureau de vote où vous avez été recensé quand vous aviez 16 ans, donc généralement quand on habite chez ses parents, et découvrir le jour du scrutin que en fait vous habitez à Paris, enfin vous êtes étudiant à Paris, mais votre bureau de vote est toujours à Toulouse ou à Bordeaux, et qu'il faut payer un billet de train pour faire l'aller-retour et aller dans votre bureau de vote. Ce qui paraît un peu absurde et ce qui n'est pas sans incidence sur la participation électorale, puisqu'on a travaillé avec des chercheurs, et pour ne pas les citer, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin, qui ont coécrit un bouquin formidable qui s'appelle La démocratie de l'abstention et qui ont mis en évidence ce phénomène de mal-inscription sur les listes électorales. Ce qu'ils arrivent à montrer, c'est que être mal inscrit entraîne 3 fois plus de chances d'être abstentionniste. Et donc pas sans incidence sur la participation électorale et pas à des échelles moindres, puisqu'on sait depuis le 2017 qu'il y a environ 7,6 millions de personnes qui sont mal inscrites. Si on rajoute les non inscrits sur la liste électorale, on arrive à presque 25% du corps électoral, donc un électeur sur 4 qui potentiellement aura un empêchement à pouvoir aller voter parce qu'il n'a pas rempli le bon CERFA au bon moment et fourni tout un tas de pièces justificatives. Ce qui paraît d'abord anachronique et complètement absurde de demander finalement un deuxième engagement aux gens, c'est-à-dire de leur dire que vous avez beau avoir tout le droit de vote, vous devez remplir tout un tas de paperasses qui vous feront penser au paiement de vos impôts ou autres pour pouvoir voter. Alors que dans d'autres pays du monde, on a par exemple l'exemple du Canada. Au Canada, lorsque vous pouvez changer vos informations sur les listes électorales jusqu'au jour du scrutin. Vous avez d'autres pays, en Allemagne, où vous êtes dans certains landes obligé de déclarer votre changement de domicile et vous êtes considéré comme automatiquement inscrit dans votre nouveau lieu de résidence. Donc il y a ce côté un peu fou. On est une des dernières démocraties dans le monde à avoir ce système-là. C'est quelque chose qu'on partage avec les États-Unis. Et il y a ce côté un peu anachronique et surtout de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est, alors que c'est censé être la plus belle des libertés civiques dans une démocratie qui sacralise le vote, pourquoi est-ce que c'est finalement si compliqué pour un quart des électeurs ? Alors oui, tout à fait. Et donc on rappelle effectivement, puisqu'on a jusqu'à ce soir en ligne et jusqu'au 4 mars, donc après-demain en mairie, pour s'inscrire ou corriger son inscription sur la liste électorale, et que vous avez un site qui s'appelle servicepublic.fr qui, quand il ne bug pas, puisque nos amis de Tous Inscrits, donc une autre asso effectivement qui incite à s'inscrire sur la liste électorale, a montré qu'effectivement il plantait un certain nombre de fois. Donc voilà, vous avez un site en tout cas qui, il faut le faire plusieurs fois si jamais ça plante, mais qui vous permet de vérifier que vous êtes bien inscrit dans la liste électorale. Autour de la table, tout le monde est bien inscrit au bon endroit. Et c'est bon, ça hoche la tête, donc c'est bon. Donc voilà, dans le chat, n'hésitez pas pareil à aller vérifier ça. En fait, quittez cette discussion et allez vous inscrire tout de suite. C'est sur Internet, donc vous pouvez faire les deux en même temps. Ça peut être fait en même temps. Et tu le disais, effectivement, on est dans une société qui sacralise le vote. Alors ça, c'est peut-être le point d'entrée dans le débat. On vote effectivement par le suffrage universel direct. Et c'est un scrutin uninominal à 2 tours. C'est-à-dire que, alors c'est des mots qui paraissent un peu techniques, mais ça veut dire qu'on glisse globalement un nom. Pas une idée, pas un parti, etc., pas plusieurs noms, mais dans l'urne. Et ça, c'est une méthode de vote qui s'est inscrite très profondément dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté de... en fait, à la fin, c'est la majorité qui décide. C'est comme ça qu'on élit les délégués de classe, donc depuis qu'on est tout petit. C'est comme ça qu'on décide de la destination de vacances dans un groupe de potes, de je sais pas quoi. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit très profondément en fait, dans notre vie de tous les jours. Et peut-être nous parler un peu déjà de cette méthode de vote. Qu'est-ce qu'elle a de... Enfin, peut-être qu'est-ce qu'elle a de bien, en fait, parce qu'elle a quand même aussi peut-être des avantages, et qu'est-ce qu'elle a comme inconvénient, peut-être Paloma ou... Et puis ça date de quand ? Ça, c'est la question piège histoire. Non, pardon, sinon tant pis. En fait, de toute façon, c'est que depuis le début de la Ve République, la première élection présidentielle de la Ve République, c'était en 1969, et c'est là où on a commencé à utiliser ce fameux suffrage uninominal. C'est aussi le général de Gaulle qui avait tout intérêt à mettre en place cette élection et qui l'a fait de façon pas tout à fait démocratique, mais bon, ça c'est une autre histoire encore. Moi, j'ai pas... Enfin, il y a un avantage, on va dire, c'est que c'est simple.
Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment on a envie de rechercher la simplicité quand il s'agit de prendre des décisions et de décider de notre avenir commun bon, quand on parle de la présidentielle, après quand c'est une destination de vacances, l'enjeu n'est pas exactement le même. Mais c'est une vraie question qui se pose et en fait, je pense que si on prend la question à l'inverse, c'est plutôt de se poser la question de se dire en fait qu'est-ce qu'une opinion et en général, une opinion c'est complexe, c'est pas quelque chose de binaire. Et on n'exprime pas son opinion. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on débat, et on adore débattre en France, si finalement ça se résumait que à des oui-non, il n'y aurait pas beaucoup de débats. Donc il y a des nuances, il y a tout ça. Et en fait, le problème aujourd'hui, avec ce mode de scrutin, c'est qu'il nous oblige à choisir une seule candidature, alors que souvent on a un avis sur toutes les candidatures. Et derrière ça, il y a aussi le problème du fait que, en fait, quand on vote pour une personne, on n'a pas la capacité de savoir ce qu'il y a derrière ce vote. C'est-à-dire que les personnes qui vont comptabiliser vont compter une voix. Mais peut-être qu'on a voté utile par défaut, peut-être qu'on nous a mis un couteau sous la gorge pour aller voter. Bon, ça n'arrive pas trop. Mais voilà, ou qu'on a été influencé à la dernière minute par quelqu'un. Enfin, en fait, ou qu'on a voté avec un énorme enthousiasme, d'ailleurs. Hein. Et en fait, aujourd'hui, notre mode de scrutin ne prend pas en compte ça et crée aussi quelque chose qui est de l'ordre de la frustration et qui aussi, en fait, quand on choisit une seule personne, eh bien, ça crée des camps. Et donc, ça crée une impossibilité de dialogue. C'est-à-dire que, voilà, j'imagine que vous le vivez peut-être en ce moment. On l'a beaucoup vécu en 2017. Et d'ailleurs, c'est quand même, on voit que le débat public se crispe de plus en plus au moment des présidentielles. Quand on dit, voilà, moi, je vote pour cette personne, toi, tu votes pour cette personne, il n'y a pas vraiment de point de rencontre possible, puisque de toute façon, à la fin, ce sera une voix, une personne. Et donc, en fait, on comptabilise toutes ces voix qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis on va donner une légitimité à la personne qui a le plus grand nombre de voix. Et en fait, le problème, justement, c'est que derrière, cette personne-là n'a pas forcément une très grande légitimité. On l'a vu pendant ce quinquennat, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a révélé aussi une crise démocratique très profonde, que finalement, eh bien, Emmanuel Macron n'avait été véritablement choisi que par à peine un quart des électeurs, qu'au second tour, il y a un électeur sur 4 qui n'est pas allé voter, et donc que tout ça, en fait, fait une légitimité qui est très 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 faible pour la personne. Bon, là, en l'occurrence, je parle d'Emmanuel Macron parce que c'est notre président, donc c'est lui qui a été élu, mais en tout cas pour la personne qui sera élue. Et donc, en fait, tout ça pose énormément de problèmes, et je pense aussi que ça participe de l'abstention, puisque, en fait, beaucoup de personnes se disent, mais ça sert à rien que j'aille voter, puisque si, par exemple, on n'est pas pour le favori ou la favorite des sondages, on se dit que de toute façon, notre voix ne sera pas réellement comptabilisée et qu'en fait, elle comptera moins que celle d'autres personnes qui sont plus d'accord avec la majorité. Et donc, ça pose vraiment un problème de poids, en fait, d'expression citoyenne et de liberté d'expression. Ouais, c'est tout l'enjeu du vote utile, c'est-à-dire effectivement d'un vote qui, en fait, qu'on est tenté de voter pour une personne qui sera représentée alors au second tour, gagnante, etc. Donc pour que notre vote soit utile et donc qu'on ait l'impression que notre vote compte, effectivement. On le voit là ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup d'articles, de plus en plus de personnes qui disaient par exemple l'électorat de gauche est de plus en plus tenté par un vote utile pour Emmanuel Macron, etc., etc. Donc en fait, au lieu de se demander ce qu'on veut, au lieu de voter d'ailleurs pour des programmes, pour des idées, en fait on est en permanence conditionné par les sondages. Et après je pense que voilà, de toute façon le vote il s'inscrit aussi dans un système démocratique donné, dans un débat démocratique donné, et que clairement notre système médiatique et les sondages n'aident pas du tout à se faire une opinion éclairée. C'est surtout les jeunes qui votent pas. Enfin, est-ce que c'est ce type de vote qui fait qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils se retrouvent pas là-dedans? Est-ce que c'est une explication? Je sais pas si c'est l'explication centrale. Moi, j'ai plutôt l'impression que je sais pas, vous avez tous vu Game of Thrones? Non. Dans Game of Thrones, il y a une phrase qui revient souvent de plusieurs personnages qui disent le pouvoir réside là où les hommes et les femmes pensent qu'il réside. Et moi, quand on étudie un peu l'opinion des jeunesses, on a plutôt l'impression qu'il y a une illisibilité du pouvoir, ou en tout cas qu'ils ne reconnaissent pas dans le vote et dans le politique en tant que personnel, ou la politique en tant qu'architecture institutionnelle, le pouvoir, ou en tout cas d'avoir du pouvoir sur les causes qui les impactent, avec une volonté d'engagement concrète et de ce que doit normalement faire la politique, de changer la vie ou de changer les choses. Ce qu'ils ne reconnaissent pas ou moins dans les politiques. Et je pense que le désintérêt du vote, il vient en partie de là.
Et effectivement, alors il y a un point très intéressant, et puis après je vais passer la parole. C'est ce que tu disais, c'est en fait le pouvoir réside là où on pense qu'il réside. Et c'est pour ça, effectivement, ce que tu disais, Paloma, tu précisais justement, en fait, Emmanuel Macron a été élu par un peu moins de 25% des gens. Si c'est au premier tour, c'est un pourcentage qui est effectivement encore Des beaucoup personnes plus qui ont voté, hein, voilà. en plus. Et non, choisi. Choisi. C'est-à-dire qu'au premier tour. Voilà, et encore moins, effectivement. Et simplement, c'est jamais exprimé comme ça, même si on prenait alors, les personnes qui n'ont pas voté, les non-inscrits, les personnes qui n'ont pas voté, les personnes qui ont voté blanc, on aurait un pourcentage largement en dessous de 50%. Pourtant, effectivement, il est toujours exprimé en ayant enlevé en fait, toutes ces personnes-là pour avoir un pourcentage au second tour qui soit supérieur à 50%. Enfin, au premier tour, si jamais un candidat dépasse les 50%, ou au second tour. Et en fait, c'est quelque chose, c'est ce que tu disais, je pense, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est à la fois le gros avantage et le gros inconvénient de ce système de vote, c'est que tout le monde en fait se dit c'est la majorité qui a désigné, alors la majorité des exprimés, mais c'est la majorité qui a désigné ça, et donc ça clôt un peu le débat effectivement. Peut-être déjà à main levée autour de la table, qui aujourd'hui sait pour qui il va voter? Donc, ah quand même 1, 2, 3, 4, 5 personnes contre 3 qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Tu voulais prendre la parole? Oui. Oui, je voulais ajouter juste un petit point sur l'abstention dont on parlait, effectivement, et notamment chez les jeunes. C'est le côté, finalement, pouvoir voter notamment en ligne, puisqu'on sait que sur les personnes qui s'abstiennent, il y en a 50% qui ne le feraient pas s'ils pouvaient le faire déjà via Internet. Donc, évidemment, c'est une des solutions parmi toutes celles qu'on a évoquées, mais déjà, c'est quelque chose qui permettrait de rendre le vote dans l'ère digitale. Quand on fait tout, on paye ses impôts, on fait sa carte grise, on fait n'importe quoi sur Internet. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est le vote en ligne. Donc ça fait beaucoup de débats. Je pense que finalement, ça se fera pas d'ici pour 2022, peut-être même pas 2027. Mais en tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être exprimé parce que quand on voit notamment, par exemple, sur les régionales, là, c'est ça, c'était 85% d'abstention, c'est les jeunes notamment. Donc on voit que quasiment aucun jeune qui s'est déplacé. Donc je pense que parler finalement des modalités de vote qui sont accessibles à la population d'aujourd'hui et celle de demain, je pense que c'est aussi faire avancer la démocratie. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le fait de voter n'est plus associé à une forme de pouvoir. Aussi. Donc finalement, les jeunes aujourd'hui vont avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de pouvoir sur la société, sur la vie démocratique, par exemple en signant une pétition, en faisant des actions de désobéissance civile, en faisant des marches, qu'en votant. Et de plus en plus, parce que c'est un jeu qui est tronqué de base, et qu'en plus, il y a aussi cette problématique-là qu'on a déjà vue en 2017, et c'est pour ça qu'on a eu ce taux d'abstention record au second tour, c'est-à-dire que voilà, on nous avait vendu le duel Macron-Le Pen depuis très très longtemps, on nous le revend depuis quelques mois. Bon, ça commence à un petit peu bouger, finalement ça pourrait changer, mais donc au bout d'un moment, en fait, quand on vous dit bon, on va vous proposer de participer à un jeu, mais en revanche le jeu est déjà fait, bon, ça donne pas très envie de jouer, quoi, et ça donne pas vraiment l'impression qu'on va pouvoir le gagner. Et justement, c'est une des questions d'Internet. Alors, il y a une double question qui demande effectivement, est-ce que la sociologie du vote utile a déjà été étudiée? Alors oui, et ça change énormément d'élection en élection. Et la deuxième question est, est-ce qu'on peut vraiment espérer régler ce problème si en fait ça profite aux gens qui se font élire et qui du coup n'ont pas vraiment intérêt à changer le problème? Peut-être votre avis là-dessus. C'est le vrai sujet de la question de l'inscription sur la liste électorale ou des modalités de scrutin, c'est qu'à n'importe quelle échelle, dès que vous avez, que ce soit un système, que ce soit à l'échelle communale ou autre, dès que des règles du jeu vous ont permis d'être élu, généralement il y a assez peu d'intention de vouloir changer ces règles qui potentiellement vous permettront d'être réélu ou de conserver le pouvoir que vous avez conquis. En pensant en plus, et sûrement à tort, je pense que on connaît son corps électoral, on sait comment il évolue, on sait comment il bouge, on connaît les tendances, et que si on ouvre finalement, on perd un peu de cette capacité d'analyse ou cette capacité de garder un regard sur l'opinion. Ce qui est le cas de l'inscription sur la liste électorale. On pourrait se demander comment, en 2022, encore, on va laisser 8 millions de personnes en dehors du vote, alors qu'il y a des tas de modalités qui permettent de... Mais 8 millions de personnes dans le corps électoral supplémentaire, ça change la tronche d'une élection. Si vous rajoutez ne serait-ce que 300 ou 400 personnes dans un bureau de vote sur une élection législative, ça peut changer complètement la dynamique d'un scrutin. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Florian, sur les modalités de vote en ligne, mais même vote par correspondance. On a des tas de pays dans le monde où le vote par voie postale existe, fonctionne, et on l'avait en France jusqu'en 1975. Donc c'est des modalités qu'on a déjà connues, qu'on pourrait explorer, qu'on pourrait repenser. Alors peut-être on va faire un petit ping-pong, justement, ce qu'on pourrait explorer et repenser. Qu'est-ce que vous pensez du vote à 16 ans?
Moi, je suis très fan. Très fan. Je suis très fan. D'abord, quand on regarde les exemples étrangers, on voit que proportionnellement, les 16-18 votent beaucoup plus que les 18-25. On sait de la sociologie du vote et la sociologie de l'abstention que plus on vote tôt, plus on vote durablement. Et pour moi, je suis fan en imaginant qu'on puisse aussi repenser, et c'est le corollaire, tout ce qu'on appelle les enseignements, éducation civique et morale, qui sont en fait 50 minutes perdues dans la semaine où le prof d'histoire géo rattrape son programme et où on vous fait un vieux cours assez chiant des institutions. Mais en repensant tout ce modèle-là, en faisant un vrai lieu de débat, un vrai lieu en fait d'apprentissage de ce qu'est la politique, c'est-à-dire de se forger des idées, des opinions, d'en débattre, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se convaincre, d'apprendre à se laisser convaincre aussi. Et ça, cet exercice un peu intellectuel d'apprentissage de la démocratie, il ne peut être efficace que si on ouvre aussi le droit de vote. Donc moi, l'abaissement de la majorité électorale, j'y suis hyper favorable. Paloma? Moi, je suis totalement pour, mais je pense aussi que justement, il faut vraiment prendre ces questions-là de façon systémique, c'est-à-dire que c'est pas avec des petites mesurettes par-ci par-là qu'on va améliorer notre démocratie. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que en fait, si on met en place le droit de vote à 16 ans, il faut une éducation citoyenne qui soit plus forte et même aller encore plus loin, c'est-à-dire que changer la philosophie même dans laquelle en fait on éduque la plupart des jeunes aujourd'hui en disant en fait on va vraiment parier sur votre intelligence, on va vraiment vous laisser une sorte de pouvoir de décision et donc on va plus être dans quelque chose de descendant. Potentiellement, on n'a plus de délégués de classe parce que pourquoi est-ce que vous allez choisir quelqu'un à qui vous allez déléguer votre pouvoir? En fait, vous pouvez partager ce pouvoir tous ensemble. Donc c'est changer totalement la façon dont en fait on conçoit et c'est comme ça, c'est le premier apprentissage, je pense, de la vie publique qu'on a à l'école, de se dire en fait voilà, on a une autorité, on lève la main, on parle, etc. Et où en fait on est relégué au second plan très vite. Et donc ouais, d'apprendre à être plus dans un pouvoir qui circule, dans un dialogue, dans la concertation, dans tout ça. Et on voit que dans la plupart des écoles ou des collèges où c'est fait, ça fonctionne et ça crée aussi des citoyens qui sont beaucoup plus engagés derrière et qui ont beaucoup plus confiance en fait en leur pouvoir. Je pense que pas légitime, j'ai pas mon mot à dire, etc. Et si en fait c'est le message qu'on leur a envoyé depuis leur plus tendre enfance, forcément au bout d'un moment ça rentre un peu trop de façon trop persistante dans leurs esprits, je pense. T'as été délégué de classe, toi? Non. Personne autour de... Moi, plein de fois. Non plus. Non. Moi, j'ai été délégué de classe. J'ai fait des programmes politiques pour être délégué de classe. Des frites à la cantine tous les jours, tout ça, quoi. Non, je voulais justement appuyer ce que vous disiez, finalement, parce que nous, dans les consultations citoyennes qu'on met en place pour les mairies, notamment, on le fait notamment à partir de 16 ans, et même plus, et on voit que les gens, même à partir de 16 ans, qui aient 16 ans ou 18 ans, ils sont aussi engagés sur toutes sortes de sujets. Nous, des codes d'alerte consultations citoyennes qu'on a fait, c'était sur des enjeux notamment écologiques. Là, on a eu beaucoup on a eu des taux de participation qui ont été jusqu'à 40%, sachant que la moyenne, c'est 2 à 3% finalement. Donc, il y a aussi un ensemble de services après qui font que justement on fait connaître, on donne aux gens justement le dit, vous avez justement le pouvoir justement de pouvoir vous exprimer quel que soit votre âge, du moment que vous habitez dans la commune ou là. Donc finalement on voit que c'est que ce vote à 16 ans, finalement je pense que ça pourrait être utile parce que dans tous les cas, même si on n'a pas encore une opinion très très forgée, au moins ça fait renaître finalement un devoir un peu de citoyen finalement. Puis après d'ailleurs, si on s'est investi d'une mission, on va aller faire une pétition après, on va aller s'engager dans notre sauce et puis du coup après au final on va pas s'abstenir pour les futures élections parce qu'après on va se sentir plus investi. Alors, question aussi, qu'est-ce que vous pensez du vote par correspondance? Et le chat nous demande pourquoi le vote par correspondance existait avant et a été retiré en 1975, tout en précisant, pas sûr que qui que ce soit sur ce plateau était né en 75, je pense que je peux confirmer. Mais du coup, pourquoi? Alors, quel est votre avis peut-être sur le vote par correspondance? En fait, il était supprimé pour limiter les risques de fraude. Mais on a des exemples un peu aux États-Unis d'États, je crois de mémoire que c'est l'Alabama, qui a une procédure de vote par correspondance depuis toujours avec des applications qui permettent de suivre son bulletin et de suivre la correspondance de son vote. Moi, j'ai du mal à penser qu'en 2022, on ait du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut sécuriser un scrutin, comment est-ce qu'on peut sécuriser par des procédures un vote par voie postale. Et quand on pense au vote par correspondance, il ne s'agit pas forcément que des jeunes d'ailleurs. Moi je pense aussi aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes qui habitent à l'étranger ou qui n'ont pas forcément le temps de faire leur changement de domicile dans les chancelleries ou autres. Moi je trouve ça assez intéressant. Mais
comme disait Paloma, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a dans une telle urgence démocratique aujourd'hui et une telle défiance vis-à-vis de l'idée qu'on se fait de la politique ou autre, c'est une des solutions, mais en fait, il faut appuyer sur tous les boutons. Moi, je suis assez favorable à l'idée d'appuyer sur tous les boutons en même temps et le plus possible parce que le vote par correspondance, quand on regarde un peu les enquêtes d'opinion ou autres, ça concerne toujours qu'une petite minorité de personnes, mais en se disant que additionner les unes aux autres toutes ces personnes qui pourraient se sentir reconcernées par l'engagement politique ou l'engagement dans la vie démocratique, soit par l'abaissement de l'âge légal ou autre, à la fin, on pourrait imaginer avoir des participations plus fortes. Alors, est-ce qu'on appuie sur le bouton vote obligatoire ? Ouais, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, moi j'ai découvert même il n'y a pas si longtemps que ça, le vote est obligatoire en Belgique par exemple. Alors sachant qu'effectivement dans les faits les amendes ne sont pas forcément toujours appliquées, etc. Mais bon ça c'est un détail. Mais donc le vote est obligatoire en Belgique. C'est une des mesures qui refait souvent surface dans le débat en disant voilà, si on rend le vote obligatoire, quelque part presque plus de problème d'abstention. Ouais. Oui, et ben, du coup, est-ce que le corollaire, c'est pas une reconnaissance du vote blanc ? Alors ça c'est la deuxième question et on va en débattre aussi du coup. Donc, question très intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, vote obligatoire, avec potentiellement, du coup, effectivement, son corollaire, reconnaissance du vote blanc. Alors, peut-être pour concrétiser, reconnaissance du vote blanc, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le vote blanc est compté, mais pas comptabilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un décompte des votes blancs ou nuls, d'ailleurs, ils sont souvent inscrits ensemble, mais effectivement, pas comptabilisés, c'est-à-dire qu'en fait, ils servent à rien, enfin, ils n'ont pas d'efficacité. Souvent, quand on parle d'utilité ou de reconnaissance du vote blanc, c'est souvent pour donner un pouvoir révocateur. Je détaille un peu ce que c'est. Un pouvoir révocateur, ça serait en fait de pouvoir renvoyer tous les candidats à une élection si le vote blanc arrive en tête. Je crois que de mémoire, il y a qu'au Pérou que ça existe. Je demanderai au chat de me fact-checker là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? Et peut-être juste sur le pouvoir révocateur, en fait, il faut savoir que si les votes blancs et nuls étaient comptabilisés comme des suffrages exprimés, ni Chirac en 1995, ni François Hollande en 2012 auraient été élus. Donc ça change quand même vachement la donne, quoi. C'est une question qui est extrêmement compliquée parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à me poser en juge de personnes qui n'ont pas envie d'aller voter. Je comprends très bien, en fait, les personnes qui n'ont pas envie d'aller voter. Et donc, de dire, bon, on va vous obliger... et puis, en plus, il faut... Enfin, voilà, dans la sociologie de l'abstention, je veux dire, c'est plutôt les personnes les plus modestes ou les plus précaires qui ne votent pas plutôt que les catégories socio-professionnelles supérieures. Donc, du coup... d'avoir une sorte de double peine, moi ça me paraît un peu compliqué. En fait, tout dépend. Obligatoire, c'est-à-dire quelle est l'amende derrière, à quel montant on la fixe et à quel point justement ça peut être parce qu'en fait on est obligé de faire une amende qui est quand même assez forte pour que ce soit incitatif et en fait pour moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait si on reconnaît juste le vote blanc, oui, alors de toute façon, si on fait le vote obligatoire, il faudrait reconnaître le vote blanc, mais il faudrait aller bien plus loin que ça. En fait, il faudrait faire en sorte de renouveler totalement la classe politique, de faire en sorte d'avoir des candidats, des candidates qui donnent vraiment envie, qui ne sont pas les mêmes tous les 5 ans, qui, en fait, voilà, d'avoir aussi un débat public qui soit beaucoup plus sain. Ça passe par plein de choses, mais juste en fait dans un système qui est un peu vicié de dire bon maintenant vous allez être obligé d'aller voter, je suis pas sûre que ce soit ça qui fonctionne et qui fera que en fait on va ramener les personnes aux urnes, parce que y aller si on n'en a pas envie et juste par obligation, je pense que c'est pas une solution. Et je pense que c'est peut-être une question à se poser. Est-ce que c'est aussi une bonne chose finalement ? Parce que si on force entre les gens, ça doit peut-être faire justement un choix par défaut et justement dire faut que je vote, donc je vote pour n'importe qui que j'ai vu. Et au final, ça peut faire justement un vote des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas pris le temps de se renseigner, qui ont juste leur devoir, et soit de dire ok, j'ai pas envie d'avoir l'amende, mais derrière. À la limite, ce serait acceptable si on votait au jugement majoritaire. Faut noter que j'en ai toujours pas parlé. Ça va venir. Ce sera un grand chapitre effectivement pour ça. On va en parler pendant 20 minutes. Mais là, on a une question. C'est juste pour revenir sur la question du renouvellement de la classe politique. L'Assemblée nationale a été renouvelée comme jamais aux dernières élections. Ça pose plein d'autres problèmes aussi. Certains vont dire qu'il y a une déconnexion entre le terrain, l'Assemblée, d'autres problèmes encore. Et par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fait que peut-être que les élus n'ont pas intérêt à ce que ce soit changé parce qu'on s'arrange dans un petit bureau pour satisfaire l'élection. De ce que moi je peux voir et entendre, c'est pas du tout le cas. Les personnes, les élus, comme on dit, déjà sont pas des êtres différents de nous, hein, ils sont des émanations de notre corps électoral. Et
Et non, mais surtout, il y a aussi des règles déjà, il faut avoir un minimum de représentativité des inscrits, si je ne me trompe pas, de 17%, je sais pas. Enfin, donc si on descend trop au niveau participation, même les élus professionnels potentiellement qu'on pourrait diaboliser ne seront pas plus avantagés. Donc il faudrait, je pense, pas trop opposer les élus et les électeurs. Vous preniez l'exemple d'une série, la vie politique ne doit pas être une série qu'on regarde et en se disant tiens, la saison en 2022 est pas mal, mais je préférais 2017 peut-être. C'est quand même des choses qui nous concernent pleinement et on doit aussi, c'est une forme de responsabilité individuelle et collective, de s'inscrire pleinement dedans et pas juste regarder en se disant celui-là il est pas bien, je vais le foutre dehors. Et bon, le vote blanc pourquoi pas, mais une fois qu'on aura tous voté blanc ou majoritairement, qu'est-ce qu'on fait après ? On met toute la classe qui s'est présentée, on la met dehors. Il faudra bien à un moment ou à un autre qu'on se responsabilise et qu'on y aille nous-mêmes, si on n'est pas content de ceux qui étaient là précédemment. Alors d'autant plus qu'effectivement il y a une question et la réponse a été trouvée dans le chat. On a dit que en Belgique le vote était obligatoire et du coup la question c'était est-ce que le vote blanc est reconnu en Belgique ? Et de fait il n'est pas reconnu en Belgique. Enfin, il n'a pas de poids. Il est compté mais il n'a pas de poids. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quand même une frilosité à toucher aux modalités de vote ou aux modalités de représentation assez folle. Si on prend le point commun entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron sur la démocratie, ça a été pour tous les trois de dire on mettra une dose de proportionnel. Alors on dit dose, alors pour certains c'est 5%, d'autres 20, d'autres 30, on ne sait jamais trop pourquoi ni comment, et au final personne ne le fait. Le vote blanc, moi j'ai eu 30 ans là, il y a quelques jours, ça fait peut-être 10-12 ans que je suis passionné de politique et je suis toutes les élections, ça fait peut-être 10-12 ans que j'entends parler du vote blanc, alors chaque fois qu'il y a une nouvelle élection on parle du vote blanc, et si le vote blanc, bon, il y a une frilosité qui est dingue à toucher à ces modalités-là, ou même sur le vote en ligne. Le vote en ligne était possible pour les Français de l'étranger en 2012, il a été supprimé en 2017, c'est dans les promesses présidentielles pour 2022. On voit que finalement tout ce qui pourrait un peu toucher au corps électoral ou à la manière dont on choisit nos représentants, il y a une frilosité dessus. Et sur le vote obligatoire, j'ai un sentiment assez désagréable avec cette idée, parce que je pense d'abord que la démocratie ne s'exprime pas toujours que par le vote et pas uniquement que par le vote. Elle s'est d'ailleurs rarement exprimée par le vote. Hein. Si on prend un peu le large, quand on parle de démocratie, on parle d'Athènes, on parle de la Grèce. Il n'y avait pas de vote. Hein. À Athènes, on tournait entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc il y avait un autre... Donc ça serait... Réduire la démocratie uniquement par le vote, ça serait laisser de côté la démocratie participative, délibérative, contributive dans la vie associative ou dans les corps intermédiaires. Et surtout, je pense qu'en démocratie représentative, la possibilité de voter doit rester la plus belle des libertés, doit rester la plus belle des libertés individuelles, et ne pas aller voter, c'est aussi l'expression d'une pensée politique. Pour certains, on doit pouvoir laisser à chacun ce choix-là. Si je peux ajouter une chose sur le vote blanc, voilà, je pense qu'on se souvient toutes et tous ici du grand débat. Il y a un certain nombre grand débat national, voilà, donc qui était une forme de réponse au mouvement des Gilets jaunes en disant nous allons récolter les avis de tous les citoyens français et les prendre en considération. Le vote blanc est arrivé en tête en fait des mesures plébiscitées par les Françaises et les Français. C'était pas non plus le truc le plus compliqué à mettre en place, c'était pas non plus le RIC, et pourtant il y a eu une frilosité à ce moment-là et ça n'a pas été fait. Et petit témoignage, il n'y a pas longtemps, on a été invité avec les membres du bureau de Mieux Voter à une mission d'information sur l'abstention à l'Assemblée nationale. Donc on a passé 2-3 heures à discuter avec des députés et notamment il y avait une personne qui était dans l'association pour la reconnaissance du vote blanc. On était plusieurs associations qui essaient de faire bouger un peu les règles du jeu démocratique sur le vote. C'était très compliqué. Moi j'ai vu vraiment une forme de crispation, une envie de ne pas comprendre en fait. Et je pense qu'il y a de toute façon, de façon générale, une forme de résistance au changement qui est humaine, qui est normale, mais qui est peut-être un petit peu plus présente dans notre classe politique, et qui a aussi cette idée-là de dire mais attendez, moi j'ai été élu avec ces règles du jeu-là. Si on change les règles du jeu, est-ce que vraiment je vais être réélu ? C'est la question qui se pose. Et que quand on change les modes de scrutin, etc., on va y venir, on change aussi en fait la légitimité de ces personnes-là, et on jette parfois aussi un voile de vérité sur leur véritable légitimité, et elles n'ont pas du tout envie qu'on lève ce voile-là, je pense.
Tu voulais dire quelque Oui, chose? non, et c'est une grande question de, du coup, est-ce que les gens qui sont élus, pourquoi est-ce qu'ils ont envie forcément d'être élus? En fait, tu pourrais être élu juste pour ton mandat et te dire après, c'est peut-être plus ma place. Et en fait, c'est pas grave. Donc, si on change les modes d'élection, c'est pas très grave pour moi parce que c'est peut-être, si je suis pas réélu, en fait, c'est que je dois pas être élu et basta, quoi. Enfin, ça, c'est un autre sujet peut-être. Mais non, moi, ma question, c'était sur le vote blanc et le fait de pas voter du tout. Moi, je me pose la question et je pense que je suis pas la seule. C'est en fait aujourd'hui, si concrètement l'offre que j'ai devant moi ne me va pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vaut mieux que je vote blanc? Est-ce que vaut mieux que je ne vote pas du tout? Est-ce que vaut mieux que je vote par défaut? Mais en l'occurrence, moi, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le mieux peut-être entre ne pas voter ou voter blanc? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Et est-ce que ça donne un signal au futur président ou présidente? Alors, ouais, peut-être un élément. Voilà, l'abstention, voilà. Peut-être un élément de réponse. Je pense que c'est une question sur laquelle il n'y a pas de réponse universelle, hein, notamment entre le vote utile, le vote blanc, abstention. Ce qui est certain, c'est qu'il y a alors ça dépend quelle élection, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans l'abstention, il peut y avoir une variété d'interprétations. C'est-à-dire que l'abstention, et d'ailleurs on l'entend régulièrement sur les plateaux de télé. Alors est-ce que les plateaux de télé font l'opinion? C'est encore une autre question, mais en tout cas on l'entend régulièrement et même dans les déclarations politiques sur l'abstention. Il y a tout un tas de gens qui disent oui, mais il faisait beau, alors les gens n'ont pas envie d'aller voter. Oui, mais les gens ne savent pas à quoi ça sert, notamment les élections régionales ou départementales sur lesquelles il y a eu un taux d'abstention record, notamment chez les jeunes. Les gens vont dire oui, mais ils ne savent pas à quoi ça sert, il n'y a pas eu d'information. Bon, il y a une variété de possibilités d'interprétation sur l'abstention qu'on n'a pas sur le vote blanc. Le vote blanc, il y a une seule possible interprétation qui est de dire je me suis déplacé pour aller voter et j'ai pas trouvé l'offre qui me convenait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça sert pas beaucoup plus à grand chose, donc chacun effectivement apportera la réponse. Mais en tout cas, il y a une différence, je pense, dans les possibilités d'interprétation. Et c'est pour ça, effectivement, on reboucle sur l'inscription. En tout cas, et ça, avec le Dranche, si vous êtes inscrit, c'est le seul moyen, en tout cas, d'avoir le choix, même d'aller voter ou pas voter. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas le choix, vous voterez pas. Et c'est donc jusqu'à ce soir, voilà. Et j'avais juste une petite mention finalement de complément parce que disait Dorian sur la partie vote en ligne. Nous, pareil, on essaie finalement d'essayer de faire justement avancer le débat et ne serait-ce que de dire avancer le débat ou ne serait-ce de dire voilà, nous ce qu'on fait, on vous dit voilà ce qu'on fait vote en ligne. Nous, on a la particularité par exemple parler rapidement de faire qu'on va vérifier par exemple l'identité des gens avec justificatif de domicile ou pièce d'identité pour s'assurer que c'est bien les gens de la ville en question. Mais du coup, ça pourrait se transposer à l'échelle nationale. Et là où on a fait un peu de bruit à l'époque, effectivement, c'est qu'on avait fait une preuve de vote décentralisée sur la blockchain, donc c'est-à-dire un vote en ligne sur la blockchain. Alors oui, évidemment, c'est jamais la réponse à toute une question, mais par rapport à la question des fraudes dont disait Dorian, finalement, le vote avait été vote en ligne, normalement pour les Français de l'étranger et autres, avait été annulé. Si on couple les propriétés de la blockchain avec une partie KYC, donc une partie vérification d'identité, ça peut avoir moins de fraude. Il y aura toujours des fraudes. Si on a l'armée du KGB qui vient et qui défonce tout un site, forcément, ça ne pourra jamais être fait. Mais en tout cas, c'est un cran de plus pour justement faire ça. Mais quand on en a parlé, on a vu justement, comme tu disais Paloma, qu'il y avait beaucoup de friction et que les gens, vraiment les poils étaient hérissés vraiment. Ah, non, ça ne se fait pas du tout vraiment. Donc, voilà, je partage juste un point de vue. Très bien. Oui. Ouais, sur le vote blanc, moi je dirais juste rapidement, je trouve que c'est intéressant aussi, même juste philosophiquement, le fait de se dire que en fait, on exprime une forme d'opposition, de contestation en fait en étant dans l'action, donc en se déplaçant et en allant voter. Et pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que au moins c'est interprété d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait voilà, il y a, j'en sais rien, s'il y a ces élections présidentielles, il y a plusieurs millions de votes blancs, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui se sont déplacées pour dire en fait ce non-choix ne m'intéresse pas, je suis contre cette offre-là et j'ai envie que les choses changent et je me déplace pour le dire et je trouve que ça envoie un message qui est quand même assez fort malgré le fait que malheureusement très souvent et aussi alors là j'accuserais très clairement notre système médiatique aussi, c'est qu'il y a très peu de temps qui sont passés sur les plateaux télé le soir des présidentielles à simplement décrypter ça, à dire mais attendez on va s'arrêter 2 secondes, il y a eu tant d'abstention, alors ça à chaque fois abstention record, bon ok, mais c'est pas très bien analysé et ensuite les votes blancs on n'en parle presque pas alors que c'est hyper important, enfin, et c'est presque craché au visage de toutes ces personnes qui sont déplacées pour exprimer quelque chose quoi. Non mais je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je trouve la question se pose en fait, je suis très en phase avec ce que vous avez dit sur le vote blanc, mais ce qui me pose question, moi, c'est qu'en fait, pendant les élections, on entend plus parler de l'abstention que du vote blanc. Donc, en fait, les gens se déplacent
pour partager un avis et du coup dire qu'en fait ils sont pas d'accord avec l'offre qu'ils avaient devant eux, mais pourtant on n'en parle pas. Et je suis d'accord, et justement je vais les chiffres pour 2017 parce que je ne sais pas si vous diriez qu'il y a eu combien de votes blancs. Quel pourcentage, c'est ça? Alors quel pourcentage, ouais, ou dans l'absolu? Je pense qu'effectivement, et ça illustre très bien ce que tu disais, à quel point ça a été très rapidement passé sous silence. En 2017, au second tour, c'était 3 millions de votes blancs, 3 millions 21 499. Donc 3 millions de votes blancs, ça représente 8,5% des votants. Et en plus de ça, il faut ajouter... C'est dingue, on n'en a pas du tout parlé. On n'en a pas du tout parlé, et la preuve c'est que d'ailleurs que je suis allé rechercher les chiffres, hein, j'avoue je triche, parce que je me souvenais pas non plus, je savais que c'était beaucoup mais je me souvenais pas non plus. Et en plus de ça, il faut ajouter 1 million de votes nuls, qui je te rappelle sont comptés séparément. Un vote nul c'est soit quand il y a un vote blanc, c'est il n'y a pas de bulletin. Un vote nul c'est soit les 2 bulletins, soit un bulletin sur lequel vous avez griffonné ou rajouté un message. Donc le message peut être sensiblement le même, hein. Il y a peu de gens qui votent nul par erreur, en tout cas je pense il faut ajouter 1 million de votes nuls. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'au total, donc 4 millions de personnes qui se sont 4 millions de déplacées pour personnes dire qui se sont déplacées, voilà, pour ça dire ne que ça me leur convient convenait pas. Au final, c'est 8,5% de vote blanc, 3% de vote nul. C'est 11,5% des personnes qui se sont déplacées pour aller voter, qui ont voté blanc ou nul. Donc effectivement, ça rejoint tout à fait ce que tu disais. On en a très peu parlé. Est-ce que c'est intégré dans le... Est-ce que le vote blanc c'est intégré dans l'abstention, du coup, dans le calcul de l'abstention, moins ou même pas? Non. C'est compté C'est complètement séparément. C'est du suffrage, mais pas exprimé, quoi. Donc en gros, second tour, tu as un électeur sur 4, donc inscrit sur les listes électorales, un électeur sur 4 inscrit sur les listes électorales qui est allé voter, et en plus de ça, on ajoute 4 millions de votes blancs ou nuls. Donc là, en termes de légitimité, on a encore plus... Mais ça pose une question politique passionnante quand même, parce que le spectre qui est représenté aux élections présidentielles au premier tour est quand même très large. Franchement, il y a toutes les couleurs possibles. Et que des personnes ne puissent se représenter dans aucune de ces couleurs-là, ça m'interroge vraiment beaucoup, parce qu'on critique le système des parrainages, tout ça, mais bon, finalement, il y a quand même toutes les nuances qui peuvent quasiment s'exprimer. Et qu'on puisse se dire, mais rien dans tout ça ne me convient, vraiment, c'est une question qui me pose. Mais avec le vote blanc, tu dois aussi pouvoir exprimer ton désaccord avec une architecture institutionnelle ou autre, pas forcément de ne pas te reconnaître dans le paysage politique ou dans l'offre. Sachant qu'on invisibilise à ce point le vote blanc qu'il n'y a même pas de bulletin blanc. Il faut ou venir avec son papier, qu'il faut plier en 15, et donc là, l'anonymat du scrutin quand on sort de l'isoloir avec un truc épais comme ça, ou alors il faut trouver le bon grammage, le découper au bon... Enfin, c'est un délire quand même. C'est du boulot, hein, ouais. Oui. Alors que nul, c'est quand même plus marrant. Tu peux mettre des lunettes au candidat, Oui, tout comme ou ça. des anciens noms. Des messages effectivement dans le chat, ils nous disent sans oublier les votes Léo Dagan 2017, tout cramé pour repartir sur des basses scènes. C'était un des slogans. Et justement, alors peut-être on en vient à cette question, et après on passera à et si on votait différemment. Peut-être la question qui est, selon vous justement, l'abstention. Non, mais je pense que c'est une question véritablement importante. On va en parler. Non, mais je suis calme. Hein. Qui est de dire effectivement, selon vous, l'abstention, est-ce qu'elle est due principalement à la méthode de vote, c'est-à-dire aux règles du jeu? Est-ce que, on a parlé vote obligatoire, vote blanc, etc., ou d'autres types de votes. Est-ce qu'elle est due au système de vote, ou est-ce qu'elle est due à d'autres, tout simplement à d'autres facteurs? C'est un silence cérémonieux. Moi, je pense qu'il y a autant de raisons à l'abstention que d'abstentionnistes même, et que oui, je suis assez d'accord. Il faut peut-être qu'on regarde aussi collectivement notre regard sur l'abstention et sur l'abstentionniste, où on a plutôt toujours un discours assez moralisateur en disant mais comment tu n'es pas allé voter, tu n'es pas un bon citoyen, tu n'exprimes pas ton... Ah donc on va pas t'entendre râler pendant 5 ans parce que tu n'as rien fait le jour du scrutin. Ce qui est quand même un aveu d'échec de participation à une vie démocratique. Si on en vient à devoir culpabiliser et se moquer de ceux qui ne veulent pas participer ou qui oublient ou autre à la vie citoyenne, c'est un avis d'échec collectif. Et ça me fait penser au vote obligatoire. Je ne vous ai pas donné mon idée tout à l'heure. La deuxième idée que j'avais en tête et que je cherchais, c'était aussi de se dire, finalement, si on en arrive à de la coercition, c'est terrible, et ça dit beaucoup de notre système politique qui est épuisé, à bout de souffle et fatigué, au point qu'il n'incite même plus les gens à passer 15 minutes dans son bureau de vote.
Et surtout, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est très très difficile de dire les abstentionnistes. Maintenant, il peut y avoir on peut avoir deux grandes catégories, c'est-à-dire un désintérêt ou une forme de refus de participer à ce jeu-là et à ces règles du jeu-là. Mais moi, je connais des personnes qui sont abstentionnistes et qui sont à côté de ça très politisées en quelque sorte. En fait, participer à la vie politique, être citoyen, citoyenne, ça se traduit de façon totalement différente. Il y a des personnes qui votent et qui regardent jamais l'actualité et qui sont un peu apathiques comme ça, voilà. Et il y a d'autres personnes qui sont en permanence en train de s'éduquer, de lire plein de bouquins, plein d'essais politiques, etc. et qui à côté de ça ne se reconnaissent pas du tout dans le fait d'aller voter. Donc pour moi, les deux ne sont pas liés. Donc en fait, oui, c'est vrai que je trouve ça un peu violent ce côté aujourd'hui où on a un peu t'es pas un bon citoyen, tu ne vas pas voter, etc. Bah en fait, il y a aussi une forme de résistance qui s'exprime pour moi dans l'abstention, quoi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement que les gens expriment leur citoyenneté de manière différente dans les associations, dans des groupes de travail, dans d'autres choses, effectivement. Donc finalement, dire au final t'es pas un bon citoyen, c'est centraliser la citoyenneté sur la partie vote, finalement, qui peut s'exprimer par plein d'autres moyens. Ouais, parce qu'on dit effectivement, la formule qu'on entend souvent, on dit voter est un droit et un devoir. Mais en fait, est-ce que c'est véritablement un devoir? C'est un droit, ça c'est une certitude, mais c'est un droit de ne pas aller voter. Est-ce que c'est un devoir? C'est pas une obligation en tout cas, c'est peut-être un devoir moral, mais c'est pas une obligation. La question justement, passons à la deuxième partie. Allez, Paloma, c'est à toi. Non, mais et si on votait Du vote obligatoire, c'est ça? Puisqu'effectivement, Paloma est très engagée sur la question du jugement majoritaire, mais il y a aussi d'autres méthodes de vote. C'est peut-être la question, effectivement, c'est et si les règles du jeu étaient différentes? Alors ça, c'est une partie qui peut être très large. Ici, on ne va pas du tout traiter la partie règles du jeu, je vais dire, sur le fait de désigner un président. Il y aura peut-être une deuxième émission en fonction des invités qu'on arrive à avoir, mais il y aura peut-être une deuxième émission sur faut-il se débarrasser du président, c'est-à-dire effectivement est-ce que déjà le simple fait de voter pour désigner une personne, en l'occurrence un président qui a quand même un certain nombre de pouvoirs, est-ce que c'est la bonne question? On va évacuer cette question-là, on n'en parlera pas ce soir. Ce soir, on va juste peut-être parler de et si on votait différemment, ou en tout cas avec des règles différentes. Alors il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes les plus anciennes qui avait été proposée, c'était la méthode de Condorcet, qui, je pense, a elle aussi des défauts, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que déjà au XVIIIe siècle, donc on était dans les années 1700, on avait encore un roi, etc., que déjà à l'époque, il y avait des gens qui se disaient non, mais en fait, voter pour un seul nom, c'est déjà pas forcément la méthode la plus juste ou la plus intelligente. Je trouve ça assez intéressant déjà de montrer que ça date, en fait, ces choses-là. Dorian, tu l'as rappelé, la démocratie grecque, en fait, fonctionnait beaucoup soit par alternance, soit par tirage au sort, soit par à tour de rôle, effectivement, mais finalement assez peu par le vote uninominal. La question peut-être justement aujourd'hui, une des idées en tout cas qui a le plus de partisans ou qui a le plus de puissance, qui a été testée plusieurs fois, c'est le jugement majoritaire. Paloma, est-ce que tu peux nous parler du jugement majoritaire? Peut-être juste. Je pouvais pas demander à quelqu'un d'autre. Peut-être avant Paloma, pardon, mais peut-être rappeler ce que c'était que la méthode de Condorcet, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc voilà, Paloma ou Dorian. Mais... en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que finalement, en fait, le vote, c'est une théorie du choix social. Donc, c'est une façon de choisir. Et que, en fait, ce sont des méthodes mathématiques qui sont remis, et le vote tel qu'on l'a aujourd'hui est remis en question depuis des années par les théories mathématiques, notamment par le marquis de Condorcet, mais plus tard par le prix Nobel de mathématiques qui s'appelle Kenneth Arrow. Et donc, la méthode de Condorcet, en fait, c'est une forme de randomisation où on va classer les candidats par duel et c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. C'est une espèce de Parcoursup de... Voilà, c'est ça. Faire un classement, en fait, en gros, voilà, c'est de classer les candidats et ensuite de reconfronter chacun des candidats qui est en premier jusqu'à trouver celui qui va gagner en duel contre tous les autres. Et c'est pour ça qu'on appelle en fait ensuite le gagnant de Condorcet. Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Par exemple, Lionel Jospin, en 2002, était le gagnant de Condorcet. Il était vu comme tel par tous les sondages, c'est-à-dire que c'était le candidat qui aurait gagné en duel contre tous les autres, donc le candidat qui était considéré comme le plus légitime. Et pourtant, du fait de notre mode de scrutin actuel, en fait, il n'a même pas passé le second tour à cause de la multiplication des candidatures. Et là, j'arrive à la deuxième théorie, qui est le théorème d'impossibilité d'Arrow. Donc, le théorème d'impossibilité d'Arrow, l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, il ne peut y avoir un bon mode de scrutin, un bon système de vote, si l'ajout ou le retrait d'une candidature, même minime, change le résultat final. Aujourd'hui,
Et l'exemple de 2002 le montre très bien, puisqu'on a aussi beaucoup mis sur le dos de Christiane Taubira le fait que Lionel Jospin n'avait pas passé le stade du premier tour. Aujourd'hui, on a un mode de scrutin qui peut être complètement où en fait le résultat final de l'élection, donc la candidature qui va être désignée, donc la personne qui va être notre présidente quand même, peut totalement changer en fonction de l'ajout ou de retrait de candidature, puisque malheureusement l'élection se construit un peu comme une sorte de gâteau où chacun des candidats doit se répartir des parts données. Et c'est aussi ce qui conditionne d'ailleurs notre débat public, puisque en fait aujourd'hui, comme on sait que le stade d'accès au premier tour est de plus en plus faible, et bien en fait les candidats se disent on peut cliver et on va juste aller chercher une réserve de voix. On va pas essayer de parler à tous les Français, toutes les Françaises, etc. Non, on va essayer de parler à 15-20% où on est sûr qu'on les aura, on sécurise ça et on passe au premier tour. Et donc du coup, forcément, ça montre tous ces exemples-là montrent à quel point notre mode de scrutin conditionne complètement, absolument tout dans notre démocratie. Ouais, ce que tu disais, effectivement, donc, il y avait le même cas plus récemment en 2012, où effectivement François Bayrou était aussi le gagnant de Condorcet. Ouais. C'est-à-dire que s'il était au second tour, il gagnait contre Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal, mais il n'a pas été au second tour, effectivement. Ce qui peut donner lieu, effectivement, au paradoxe de Condorcet, si j'ai bien... voilà. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, la division des voix, c'est-à-dire qu'on l'a vu à la dernière élection, je crois que c'était le cas entre Hamon et Mélenchon, qui a beaucoup fait débat à gauche, mais on voit aussi la même chose, je pense, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour sur ce type d'élection. La question de la division des voix, effectivement, est quelque chose qui a une limite. Et du coup, qu'est-ce qui a été inventé? Oh, le lancement. Waouh. Et du coup aussi, on met les électeurs, les électrices quand même dans des situations intenables, parce que en 2017 ça a été le cas. Il y a quand même beaucoup de personnes qui hésitaient d'ailleurs entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon et qui étaient dans une forme de frustration, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait plutôt que de se dire qu'on va choisir une seule candidature, ce qui n'a pas forcément de sens, surtout que par exemple, quand on a une sensibilité à droite, à gauche, souvent il y a plusieurs candidats à gauche, plusieurs candidats à droite, souvent on a quand même un avis sur la plupart de ces candidatures, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer cet avis-là? Donc le jugement majoritaire, qui est un mode de scrutin qui a été inventé en 2006 par deux chercheurs au CNRS, qui s'appellent Rida Laraki et Michel Balinski, qu'il propose, et d'ailleurs en prenant en compte à la fois le paradoxe de Condorcet et le paradoxe d'Arrou. Donc c'est plutôt que de choisir une seule candidature, d'évaluer toutes les candidatures à l'aide de mentions, donc à rejeter, insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Et donc la candidature retenue n'est pas celle qui a le plus grand nombre de voix, mais celle qui est la mieux évaluée par une majorité. Donc en gros, c'est celle sur laquelle il y a au moins 50% des personnes qui vont considérer qu'elle est au moins bien ou très bien ou excellente, et donc cette personne-là sera élue. Ce que ça permet de un, c'est d'avoir en fait une beaucoup plus grande liberté d'expression des électeurs. Ça permet aussi de prendre en compte le vote blanc, parce que si on veut exprimer une forme de désaccord sur l'élection, eh bien on peut mettre à rejeter à tous les candidats. Et ça permet aussi d'avoir une photographie très précise de l'opinion et de savoir en fait ce que pense un électorat donné. Donc bon, là on peut prendre l'exemple des présidentielles, de plusieurs candidatures. Et donc ça montre aussi la véritable légitimité que peuvent avoir ces candidats dans l'opinion publique. Il se trouve que donc avec Mieux Voter, donc l'association que j'ai cofondée avec Rida Laraki, donc qui est l'inventeur du jugement majoritaire, et Chloé Ridel, on a fait plusieurs vagues de sondages en partenariat avec OpinionWay là sur l'élection présidentielle ces derniers mois. Et c'est assez intéressant de voir que finalement la mention majoritaire la plus importante, c'est passable. Donc ça montre en fait à quel point il y a quand même peu d'enthousiasme de beaucoup des électeurs. Modéré, quoi. Et je suis sympa en disant peu d'enthousiasme, mais voilà, ça montre à quel point aussi il y a peut-être une nécessité de renouveler la classe politique aujourd'hui, puisque on voit bien que ces candidatures ne déchaînent pas les foules, on va dire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement ça permet aussi de voir quelles sont les candidatures qui sont les plus rejetées, quelles sont celles qui ont le degré d'adhésion le plus fort, et en fait ça change aussi le classement d'une certaine manière final des candidats. Par exemple, Éric Zemmour qui aujourd'hui, alors je voudrais pas me tromper, à quoi, 15-16% dans les sondages, ça bouge à peu près. Bon, aujourd'hui est dernier
au jugement majoritaire en sondage, donc sur un échantillon représentatif de la population française. Pourquoi ? Parce que il est extrêmement rejeté par une grande partie de l'électorat. Et ce qu'il faut bien comprendre quand même avec le jugement majoritaire, parce que souvent il y a un peu ces réflexions-là qui peuvent être faites, c'est que l'idée c'est pas derrière de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ah oui mais le jugement majoritaire en fait ça permet de faire élire des gens un peu mous. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement en fait d'avoir un vrai consensus, pas un consensus mou, mais d'avoir des personnes qui remportent une réelle adhésion au sein de l'opinion publique. Et en fait, par exemple, on peut tout à fait être un candidat assez clivant, c'est-à-dire par exemple qu'il y a beaucoup d'excellents, mais beaucoup de à rejeter. Si on a plus de excellents que de à rejeter, on est élu. Donc on peut tout à fait être un candidat qui n'est pas mou en quelque sorte. Et puis bon, après, moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire exactement. Candidat mou, mais non, mais je pense que c'est important de le préciser. Et après, en termes d'expérimentation, la dernière plus grande expérimentation qu'il y a eu au jugement majoritaire, c'est la primaire populaire qui a eu lieu il y a quelques mois. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques en France qui utilisent le jugement majoritaire en interne et qui pourtant n'en parlent pas du tout. C'est-à-dire que La République En Marche utilise le jugement majoritaire pour ses élections internes, n'en parle pas. La France Insoumise en parle un peu plus, mais pas tant que ça non plus. Donc on voit bien aussi que voilà, ils ont compris l'intérêt démocratique de ce mode de scrutin. Et là, tu disais que les sondages que vous aviez faits, donc Zemmour serait dernier, et qui serait premier ? Alors la première vague de sondage qu'on a faite il y a maintenant un mois et demi à peu près, c'était Valérie Pécresse qui a remporté l'élection présidentielle, et là, donc qui était en première position, et c'était Emmanuel Macron qui était juste en dessous. Et si je me souviens bien, il me semble qu'à l'époque, en fait, on avait testé Arnaud Montebourg, donc c'était Arnaud Montebourg qui est en troisième position, et il me semble Yannick Jadot en quatrième position. Et en avant-dernier, Jean-Luc Mélenchon, et en dernier, Éric Zemmour. Et alors là, ça a beaucoup changé. Donc le sondage a été fait la semaine dernière. Et là, c'est Emmanuel Macron qui est en première position. Derrière Valérie Pécresse, juste derrière Yannick Jadot, juste derrière Valérie Pécresse et juste derrière Marine Le Pen, et il me semble que Yannick Jadot est juste en dessous. Et Éric Zemmour reste dernier, et Mélenchon est remonté à peu près au milieu du classement. Donc en fait, on voit aussi que l'électorat est extrêmement volatile, et c'est intéressant parce qu'on le mesure en fait beaucoup plus avec une évaluation au jugement majoritaire qu'avec les sondages classiques. Mais c'est intéressant aussi de voir que par exemple Marine Le Pen, même avec un mode de scrutin qui justement prend en compte la nuance des opinions, est en troisième position du classement. Pourquoi ? Parce que l'arrivée de Éric Zemmour fait passer Marine Le Pen pour quelqu'un qui n'est pas du tout extrême, et donc change totalement aussi toutes les dynamiques. Justement, tu disais qu'il a été expérimenté, donc à la plus grande expérimentation, en tout cas aujourd'hui, c'est la primaire populaire. Deux questions suite à ça. Déjà, qu'en ont pensé les participants ? Je ne sais pas si la question a été posée, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé eux ? Et effectivement, on a vu... Le mec qui n'a pas mis son téléphone en vibreur, voilà, très bien. La deuxième question, effectivement, qui était de dire, est-ce que... on a entendu que médiatiquement, et notamment de la part d'un ancien président de la République, il a été critiqué. Alors souvent sur des bases, c'était une critique pas forcément très argumentée. Je cite de mémoire François Hollande qui avait dit c'est pas un vrai vote parce que quand on vote pour une personne. Non, il a dit que le vote n'était pas une note, okay, et que le vote était un choix. Voilà. Et donc effectivement, alors peut-être un peu le panorama des critiques. Est-ce que le jugement majoritaire a aussi des inconvénients ? Ça c'est une vraie question. Et puis peut-être effectivement qu'en ont pensé ceux qui l'ont expérimenté. Alors déjà, l'une des raisons pour lesquelles on a fait cette vague de sondage, c'était que ça nous permettait aussi, en fait, parce que dans cette vague de sondage, dans chacune des vagues de sondage, les personnes votent au scrutin classique et ensuite votent au jugement majoritaire. Et sur la première vague, on a demandé aux personnes, mais est-ce que vous préféreriez voter au jugement majoritaire à l'élection présidentielle ? Il y a quand même 65% des gens, pour certains, ils n'avaient jamais, ils ne savaient pas du tout ce qu'était le jugement majoritaire, qui ont dit je préférerais voter à l'élection présidentielle au jugement majoritaire. C'est quand même assez fort comme chiffre, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est ressorti après la primaire populaire. Il y avait eu d'autres expérimentations par le passé, mais là il y a eu près de 300 000 personnes qui ont voté, donc c'est quand même pas rien.
Non, un peu plus d'ailleurs que 300 000 personnes. Non, c'était 368 000 ou quelque chose comme ça. Et donc la plupart, en fait, en tout cas, on dit s'il y a une chose qui en tout cas, moi, m'a intéressée dans la primaire populaire, même les personnes qui n'étaient pas forcément pour la démarche, c'était j'ai été heureux de voter au jugement majoritaire, où je suis heureux que cette idée soit enfin dans le débat public. Maintenant, il y a toujours un avantage et un inconvénient. À partir du moment où une idée devient populaire ou même une personne, on va forcément avoir autant de critiques que de choses positives. Donc c'est ce qui s'est passé avec le jugement majoritaire. Et donc on a tout entendu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Et notamment, et c'est là où en fait, moi je trouve ça assez inquiétant, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, et notamment notre système médiatique n'est pas capable de prendre en considération la complexité. C'est que en fait, voilà, on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur c'est du vote par note, etc. Et puis beaucoup de médias se sont moqués, ou d'éditorialistes ou autres, en disant en fait, j'ai eu l'impression de voir le bulletin de ma fille de 6e, etc. Elle a une mauvaise mention. Enfin, alors que justement, déjà, il y a une différence entre les mentions et les notes, et nous, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le jugement majoritaire et le vote par note, parce que le vote par note existe. C'est que une note, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour deux personnes. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, peut-être qu'un 6, je trouverais que c'est plutôt une bonne note parce que je n'ai eu que des profs très durs dans mon enfance et que toi, tu dirais que c'est nul, ou inversement. Alors que bien, bon, je pense qu'on peut à peu près s'accorder sur le sens du mot bien ou le sens du mot passable. Mais passons. Et en fait, oui, il y a eu énormément de critiques à ce moment-là. Mais après, il y a souvent un peu des effets de bulle. C'est-à-dire que je pense que dans l'absolu, ça a plutôt été quelque chose de positif parce qu'il y a plein de personnes qui ont appris ce qu'était le jugement majoritaire, et surtout, et pour moi c'est la chose la plus importante, qui ont eu une forme d'esprit critique, en se disant ah oui, en fait, j'ai toujours pris le mode de scrutin qu'on a comme une sorte d'état de fait, comme quelque chose qu'on pourrait jamais changer. Mais en fait, si, il y a d'autres modes de scrutin. Donc, on peut remettre ça en question. Ça aussi, on peut le remettre en question. Et je pense que déjà, simplement, si on a réussi à créer cette dynamique-là chez des citoyennes et citoyens, c'est gagné. Et après, évidemment que oui, le jugement majoritaire peut faire peur parce que c'est une forme de changement. Et évidemment qu'il peut y avoir aussi des défauts, notamment dans le fait, par exemple, que comme avec le jugement majoritaire, on vote pour toutes les candidatures. Potentiellement, si on pousse l'exercice, on peut se dire on n'a plus besoin de faire de primaire. Tout le monde se présente et puis il y a là, quoi. Et le problème de ça, c'est que s'il n'y a plus de primaire, il y a une multiplication des candidatures. Et donc, si on demande aux citoyens de voter pour tous les candidats, mais on en a déjà beaucoup aujourd'hui, qu'on a 30 candidats, ça devient compliqué. Donc il faut aussi penser, en fait, potentiellement garder les primaires, enfin voilà, penser les choses autrement parce que clairement il y a ça. Et après il y a aussi, pour moi le jugement majoritaire va aussi avec un système médiatique qui fonctionne mieux, qui informe mieux sur les programmes des candidats, avec un changement aussi de mentalité des citoyens, des citoyennes, en se disant en fait on va voter pour des idées et non pour des personnes. Donc ça va avec une forme de révolution démocratique, hein, clairement. Alors de fait, effectivement, on aura un tout petit peu moins de candidats normalement à cette élection, puisqu'il y a encore un léger doute sur Philippe Poutou, mais je pense qu'on arrivera à 11 candidats a priori à cette élection présidentielle. C'est un peu moins que sur les précédentes. Et on pourrait effectivement faire tout un débat aussi sur le rôle de la pluralité dans les médias et notamment des éditorialistes dans les médias. Tu voulais peut-être prendre la parole Oui, non, moi je voulais dire qu'il y avait un côté que je trouvais très intéressant de redonner aussi de la responsabilité aux personnes qui votent. En fait, quand tu votes pour ou contre, tu votes pour ou contre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter sans vraiment s'être informés sur vraiment ce que proposait la personne pour laquelle ils vont voter, alors qu'avec le jugement majoritaire, en fait, quand tu dois donner un jugement, en fait, il faut savoir un minimum ce qu'il y a derrière, et je trouve que ça redonne un peu de responsabilité et de se dire en fait pour voter il faut que je m'informe un petit peu pour savoir en fait ce que je veux voter et comment je vais voter, et du coup il y a cette notion qui est intéressante, je trouve, dans le fait de redonner de la responsabilité et l'envie aux citoyens et aux citoyennes de s'informer aussi. C'est le même retour effectivement qu'on a sur le chat. Je crois qu'il y en a effectivement qui ont pu voter à la primaire populaire, qui disent qu'ils ont apprécié le processus parce que ça les a obligés à vraiment évaluer tous les candidats et du coup à s'intéresser à ce que proposaient tous les candidats. Mais presque à argumenter en fait. Exactement, et du coup, je vais aller même dans ce sens-là, c'est que nous, du coup, on le propose à partir du coup démocratie participative pour les mairies, collectivités locales et autres. Et on voit que quand on parle de ce mode de scrutin, tous les mairies, les élus sont toujours très intéressés, même on voit nous pour les promoteurs immobiliers, pour ce genre de choses, où justement on leur dit, justement, vous allez pouvoir justement avoir toute une granularité dans la vie de la population pour justement ne pas avoir justement un oui ou un non et pouvoir justement avoir une meilleure expression. Et une des bonnes utilisations, par exemple, dans le côté mairie, c'est par exemple tout ce qui est budget participatif, par exemple, qui peut se faire notamment
au jugement majoritaire et qui est là, qui prend toute sa place. Justement, le budget participatif de la ville de Paris s'est fait au jugement majoritaire cette année, et c'est vrai que ça fait partie des propositions de démocratie ouverte dans le pacte démocratique là, qui est proposé dans cette présidentielle, où il y a un peu 6 grandes mesures, mais en tout cas sur la question du vote et des élections, il y a la question du vote à 16 ans, la question de la reconnaissance du vote blanc, mais aussi l'expérimentation de façon beaucoup plus large du jugement majoritaire, et je pense que c'est notamment très pertinent au niveau local. C'est-à-dire qu'on a vu aussi, par exemple, tout le mal qu'ont pu faire certains référendums, je pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, etc., où il y a eu vraiment énormément de débats sur des dénis de démocratie. En fait, de rester dans quelque chose de binaire en disant oui, non, ça n'a aucun sens, alors que plutôt que de proposer aujourd'hui, par exemple, plusieurs options d'aménagement du territoire en disant vous allez évaluer chacune de ces mentions, de ces options à l'aide de mentions, c'est 1000 fois plus intéressant en termes de construction de politique publique, mais en plus, même pour les élus et les collectivités qui ensuite vont pouvoir vraiment avoir une photographie de l'opinion en se disant bon là clairement la construction de l'aéroport ça passe pas quoi, et on va peut-être plutôt faire j'en sais rien moi un lieu participatif démocratique par exemple ou un gymnase ou que sais-je, mais en tout cas voilà dans cette idée qu'on construit une décision à partir d'opinions qu'on va agréger de façon intelligente, où on va vraiment avoir une nuance derrière quoi. Exactement, et après, moi c'est quelque chose qu'on dit, mais justement, je profite de cela aussi pour savoir si on avait raison aussi. Enfin, ça se disait, c'est que nous on dit aussi que ça permet aussi de lutter contre type groupe d'intérêt ou lobby, ou si par exemple il va y avoir une association végane qui va faire un raid contre le bouton non si on met pour ou contre du boucherie, forcément du coup les avis du coup, je crois une histoire de médiane et de moyenne ou autre, ça fait que finalement on enlève des grains finalement et on a un scrutin plus représentatif. Alors, je ne sais pas si c'est exactement vrai. Je réponds rapidement parce que je veux Florent qui sait. Je ne veux pas accaparer la parole. Non, en gros, en fait, le jugement majoritaire est l'un des modes de scrutin les moins manipulables qui soit, et le plus représentatif de la volonté des électeurs. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que par exemple, quand on a eu les premiers rendez-vous avec la mairie de Paris, ils nous disaient le problème, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir un peu des groupes d'intérêt qui disent va voter pour la salle de sport, j'en sais rien, moi, dans le 16e. Et donc, tout le monde allait voter, enfin, plein de gens allaient voter, d'autres personnes n'étaient pas au courant du projet, et donc ils gagnaient finalement une partie du budget. Là, ce qui est intéressant justement avec le jugement majoritaire, c'est comme on est obligé d'évaluer plusieurs projets, eh bien il y a une forme de, ça rétablit une forme d'équité. Donc oui, ça évite justement, c'est un peu ces raids là, ou en tout cas ça réduit leur force s'ils le font. Et est-ce que le jugement majoritaire est déjà utilisé dans certains États ou à des échelons nationaux? Ouais, c'était une question d'Internet, effectivement, tu as dit que c'était une méthode qui avait été inventée par des chercheurs au CNRS, c'est ça? Mais du coup, c'est français, on devrait mais être justement, fiers. est-ce qu'elle a de l'écho, effectivement, en dehors de France, ou est-ce que c'est quelque chose de très franco-français? Alors en fait, il se trouve que Michel Balinski, qui est le co-inventeur du jugement majoritaire, qui malheureusement nous a quittés, est en partie américain, et donc sa fille est en train d'essayer de développer un peu le jugement majoritaire à l'étranger. Et avec Mieux Voter, on a aussi un peu une vocation internationale. Donc par exemple, on discute beaucoup avec des personnes en Tunisie, en Algérie, etc. Aujourd'hui, de façon officielle, non. Il n'y a aucun État qui utilise le jugement majoritaire. Dans les modes de scrutin alternatifs, il y a le vote par classement, par exemple, qui est utilisé en Australie. Mais en tout cas, c'est une idée qui commence quand même à monter, et on le voit, en tout cas aux États-Unis, qu'il y a de plus en plus de littérature scientifique sur ces questions-là. Et d'ailleurs, notamment dans la façon dont sont faits certains sondages pendant les élections présidentielles aux États-Unis, ça peut ressembler au jugement majoritaire. Et donc, à l'époque, Rida Al-Raki avait fait, je vous enverrai les liens si ça vous intéresse, où vous pouvez regarder en ligne, avait traduit en fait justement ces sondages-là au jugement majoritaire et en les analysant, etc. Donc, question très rapide d'Internet. On pense beaucoup au présidentiel avec le jugement majoritaire. Est-ce que ce mode de scrutin serait aussi pertinent pour d'autres élections législatives, régionales, etc.? Eh bien, je parlais tout à l'heure justement des référendums, donc ça c'est intéressant de faire des préférendums, donc des référendums à choix multiples au jugement majoritaire, et ça c'est quelque chose qui monte pas mal et qui voilà. Après c'est juste que sur les scrutins de liste ça devient un petit peu plus compliqué pour le jugement majoritaire, mais en fait c'est un mode de scrutin qui est utilisé à plein d'échelles différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les universités de plus en plus il est utilisé pour choisir parfois même des maîtres de conférences, c'est utilisé pour les élections des délégués de classe, si on parlait au tout début de la conversation, ça commence là aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir de plus en plus d'expérimentation pour que ce soit aussi une façon de penser le vote et une façon de penser la prise de décision qui devienne tout à fait naturelle. Et tu parlais de choisir un film entre amis ou une destination de vacances,
on peut le faire au jugement majoritaire. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent, il y a une application qui s'appelle Mieux voter. Donc si vous voulez faire des votes au jugement majoritaire, même pour vous amuser ou pour des choses sérieuses, vous pouvez le faire sur cette application. C'est le doodle du jugement majoritaire, quoi. C'est tout. On approche de la fin de cette émission. Est-ce que peut-être vous avez un pronostic ou des recommandations, notamment pour cette élection présidentielle, mais peut-être pour plus tard, quel avenir vous voyez à la démocratie? Alors, sans forcément partir dans une dissertation, mais en gros, est-ce que vous avez un message un peu à laisser à nos auditeurs sur l'élection à venir et plus généralement sur la démocratie et la place qu'on peut avoir dans la démocratie? C'était pas préparé, donc je vois une abîme de perplexité, surtout après quelques bières, c'est un peu piégeux comme question. Et du coup, ça va être répondre à la question, quoi. Le vote est-il tout pété ou... Voilà, le vote est-il tout pété, finalement. En tout cas, j'espère qu'on gagnera à ne plus envisager la démocratie que par le vote. Et qu'on arrivera à faire en sorte de trouver des architectures institutionnelles et des mécanismes de gouvernance qui associent des modes de démocratie représentative avec du vote, mais aussi délibérative, participative et contributive, qui est démocratie contributive, qui est aussi un concept français et inventé par des chercheurs au CNRS français. Donc on a fait du cocorico ce soir et qui revient à analyser toutes les formes d'engagement citoyen qui ne sont pas dans l'expression politique au sens traditionnel où on l'entend, mais dans de l'engagement dans la vie associative ou autre, et dont notre pays a une vitalité assez forte. Donc moi je trouverais ça assez intéressant de penser la démocratie plus uniquement que par le vote, mais par différentes modalités qui permettent à chacun, que ce soit en votant, que ce soit en s'engageant, que ce soit en allant participer à un budget participatif ou autre, de finalement avoir le sentiment de faire partie de la vie démocratique. Et pas de pronostic sur la présidentielle. Un souhait, non, on ne peut pas le dire, ça non plus. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, la chose la plus importante à retenir, c'est que la démocratie n'est pas un état de fait. C'est un processus d'invention perpétuelle qu'il faut questionner en fait en permanence pour qu'elle fonctionne bien. Et je pense que justement, on arrête d'être dans une démocratie vivante à partir du moment où on ne remet plus rien en question. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est de garder cet esprit critique-là, d'aller explorer aussi les autres options possibles, les autres manières justement d'avoir une démocratie vivante et qui ne passe pas du tout que par le vote. Et potentiellement, s'il y a un call to action là pour moi ce soir, c'est d'aller regarder sur le site Faire gagner la démocratie, ce pacte démocratique qu'on propose avec Démocratie ouverte, pour vraiment essayer de faire en sorte que les candidats, les candidates parlent de démocratie dans cette élection. Je veux dire, on ne parle pas du tout d'écologie. Moi, c'est quelque chose qui me terrorise. Mais on parle 2,7% quand même. Voilà, exactement. Alors, c'est énorme. Non, parce qu'en plus, on est passé de 2,7% il y a 2 semaines à 2,6% la semaine dernière. Donc ça baisse. Et justement, pour faire un lien avec l'écologie, on a le deuxième volet du 6e rapport du GIEC qui est sorti ce lundi. Qu'est-ce que dit le GIEC? Qu'on ne s'en sortira pas sans la démocratie. Et qu'on ne s'en sortira pas sans prendre en compte, sans être en concertation permanente avec les personnes les plus vulnérables, avec les populations locales, avec les populations marginalisées, etc. Et le GIEC, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas des gauchistes fous, quoi. Et en même temps, c'est très drôle parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est très woke le GIEC finalement, parce qu'ils disent vraiment que des choses comme ça en disant il faut la justice sociale, justice climatique, mais parce qu'en fait, ce sont des évidences. Et donc du coup, oui, je pense qu'il y a cet enjeu-là démocratique, il est partout, et en fait, il est essentiel, et notamment à l'aune de l'urgence écologique. Parce que en fait, si on n'a pas une démocratie forte, on ne pourra pas absorber les chocs à venir, et on le voit malheureusement aussi aujourd'hui pour d'autres raisons, quoi. Peut-être en un mot, comment est-ce qu'on peut vous suivre ou c'est quoi vos prochaines échéances, Dorian et Paloma? Nous, vous pouvez suivre À Voter sur les réseaux sociaux, ou si vous utilisez Tinder, vous allez peut-être nous voir passer pour... ouais, on a un partenariat avec Tinder. C'est le swipe to vote, donc tu peux aussi avoir un crush avec la démocratie. Pas mal, hein. Et Alexa avec Amazon, si vous avez des box Alexa, vous pouvez lui demander pour qui Alexa vote, et elle vous parlera d'à voter, des dates limites pour s'inscrire sur la liste électorale et des modalités de scrutin. Ou même au niveau local, justement. Oui, on a de super bénévoles dans des équipes locales.
Eh bien, mieux voter, on va avoir une 3e vague de sondages bientôt sur les candidats et les candidates à l'élection présidentielle. On est sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre et puis surtout, vous pouvez aller sur notre site internet où on a un peu répertorié un peu toutes les questions qu'on peut se poser parce que voilà, là, il y a peut-être des personnes qui ont découvert le jugement majoritaire ce soir et c'est complexe, donc on a plein d'articles, plein de choses. À côté de ça, moi, je pense qu'un système démocratique fonctionne bien aussi avec des médias qui sont à la hauteur de l'enjeu. Donc, avec Blast, on essaie de faire ça et on est un média totalement indépendant de tout pouvoir économique, politique, etc. Comme le Dranche d'ailleurs. Et non, mais voilà, ça passe par là, quoi. Et donc du coup, si ça vous intéresse, allez suivre Blast, allez suivre notre travail sur Blast. Et dernière chose, puisque je parlais d'urgence écologique et des médias, et bien comme les médias ne veulent pas parler d'écologie dans cette présidentielle, et bien je vous invite à aller suivre le 13 mars sur Twitch aussi le débat du siècle que je co-animerai avec Jean Massier. C'est ça, sur la chaîne de Jean Massier, un petit streamer qui monte. Bon, merci. Je crois qu'on a fait un petit tour. On a bien débroussaillé la question. Merci à nos invités, merci à nos convives. Rappelez juste effectivement ce que Make Sense fait effectivement pour les présidentielles. Ouais. Donc voilà, pour les présidentielles, donc on a lancé le Paumé dans mes élections. Donc vous pouvez aller voir en ligne avec des rendez-vous, des rencontres, des propositions. Et puis aussi des décryptages des enjeux actuels. Et puis voilà, si sur le GIEC vous avez raté, vous n'avez pas lu les 4000 pages ce week-end, on a un article aussi sur notre média qui décrypte les enjeux et qui montre effectivement que écologie et justice sociale sont vraiment à traiter, et démocratie aussi, à traiter de la même manière, quoi. En tout cas ensemble. Et pour conclure ces autopromos, effectivement, je rappelle l'initiative du Dranche, qui est un hors-série que vous pouvez précommander sur Ulule. On vous a remis le lien dans le chat, qui vous incitera à partir de vos opinions pour faire un choix à l'élection présidentielle. Je pense qu'on a fait le tour effectivement de ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Il y aura d'autres sujets de débat qui ont été réclamés dans le chat. Donc il y aura d'autres sujets de débat, notamment sur le rôle du président. On n'appellera pas ça le président est-il tout pété, mais potentiellement, parce que c'est pas terrible, mais potentiellement faut-il se débarrasser du président. Peut-être juste de dire qu'il reste 2h30 encore pour s'inscrire, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous parle et aussi à envoyer le lien à des amis, des personnes autour de vous pour qu'elles s'inscrivent. C'est ça, voilà, exactement. C'est ce qu'on disait, que ce soit pour la politique, pour les inscriptions ou pour le reste, parlez-en avec vos proches. C'est, je pense, le moyen le plus efficace de convaincre des gens ou en tout cas d'avoir une discussion intéressante. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur Internet. Un immense merci à nos invités Paloma et Dorian. Un immense merci à Make Sense qui nous a accueillis ce soir. On était dans leurs locaux. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et à très vite. À bientôt.